Hello, bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour, Salut bonjour. Jérôme. Salut Marco. Bon, on espère que vous êtes bien en forme. Aujourd'hui, on vous a préparé un petit programme avec des invités de prestige. J'ai Voilà, pas trouvé de costume Mario, moi. Ouais, tu vois, j'ai réussi à revêtir ma salopette. Par contre, mon stock de carapaces rouge et bleu a été épuisé là. Dans les dernières parties, j'ai tout vidé. Donc, J'essaierai de pas mettre de banane pendant les lives. Donc aujourd'hui, on continue d'explorer l'écosystème Time Tonic au travers de ses connexions extérieures. Donc, pour revenir à être un petit peu plus sérieux, donc on a Marco qui va avoir la double casquette de présentateur, démonstrateur et animateur comme d'habitude, pour nous parler de Pasta. Je le laisserai présenter un petit peu plus. Et puis, on a Stéphane de WP Connect qui va nous parler justement de WP Connect et de WordPress. Donc, on va les accueillir tous les deux et puis on démarrera les présentations. Juste avant, une chose importante quand même, Martial a un nouveau clavier. Il y a une touche qui éteint son ordinateur. Donc, si tout se coupe, vous savez pourquoi. Voilà. Je préviens à l'avance au cas où. Je l'ai branché ce matin, j'ai encore pas paramétré les raccourcis. Et là, c'est les raccourcis par défaut et ça me plaît encore pas trop bien. Donc, salut Philippe, salut Stéphane. Salut, Et bonjour à tous. Salut. Bonjour à tous. Bienvenue dans Bon. l'émission. Merci. Bon, on espère que vous êtes en forme pour nous parler de vos produits services qui vont cartonner, on espère. Très en forme. Très Très en bien. forme. Aider les clients à se Trop connecter. Trop peut-être, même. Ne nous fais pas peur, ne nous fais pas peur. Non, jamais. Jamais. Donc on va laisser la main à Marco et Philippe pour Pasta. Ok, ça marche. Écoute, Ouais, donc on va couper la présentation en deux. Ça va être grosso modo deux fois 30 minutes. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On suivra, on y répondra. Donc voilà, donc hop, j'ajoute ton écran là, Marco, c'est bon? Ouais, c'est bon, il est partagé. Tu peux y aller. Ouais. Toc. C'est bon, ça s'affiche normalement. Alors, du coup, juste un petit mot sur Pasta. Donc, Pasta, c'est une solution qui va s'intégrer avec Time Tonic, qui permet de faire deux choses principalement aujourd'hui. Envoyer les données Time Tonic sur un outil de reporting tel que Looker Studio, ce que je vais montrer, ou aussi Power BI. Premier cas d'usage. Deuxième cas d'usage, d'envoyer les données en synchronisation de données sur un autre outil ou de recevoir des données depuis un autre outil. Donc là, je vais commencer par me connecter déjà sur l'environnement de prod. Donc, quand on arrive sur Pasta, donc on a un écran d'accueil qui nous permet de voir les différentes exécutions de passes qui ont été exécutées, les différents connecteurs qui ont été ajoutés. Et du coup, la première chose à faire, c'est que je vais créer un pass. Alors, ce qu'on appelle un pass, c'est un chemin de données, soit un chemin de données de type reporting, donc de Time Tonic vers Looker ou vers Power BI, soit un chemin de données de type synchronisation de données, donc de type, par exemple, Airtable vers Time Tonic ou Time Tonic vers Postgre, voilà, différentes choses. Et il y a plusieurs connecteurs qui sont gérés. Donc là, la liste n'est pas exhaustive, c'est la liste des derniers connecteurs qui ont été ajoutés. Donc, je vais commencer par la partie reporting. Donc, je vais créer un pass. Je vais désactiver Dashlane parce que ce n'est pas très pratique pour ça. Donc, le nom, je vais l'appeler, par exemple, test reporting. Pas très original. Reporting. Donc, le type, ça sera du coup reporting. Donc, je crée un chemin. Donc là, première chose à faire, il faut sélectionner une source. Alors, une source, on peut avoir évidemment plusieurs sources pour Time Tonic en fonction du token qu'on a, parce que chaque token a potentiellement des accès différents. Moi, j'ai beaucoup de sources différentes. Je vais sélectionner celle qui va être bien le token no code si je le trouve dedans. Pas de test token, Time Tonic no code. Donc, une fois que j'ai sélectionné ma source, j'aurais pu créer une nouvelle source. Je ne montre pas comment ça fonctionne. Quand on crée une nouvelle source, on demande les paramètres nécessaires pour l'API Time Tonic. Ensuite, une fois que ma source est créée, je choisis ma base. Donc là, j'ai accès à toutes les bases auxquelles mon token est rattaché. Donc, je vais aller sur Demo Pasta, je confirme, je choisis la table que je veux exposer du coup à Looker Studio. Je vais choisir par exemple une table centrale qui s'appelle Centrale Photo EO. Ça contient des données de centrale photo électrique et photovoltaïque. Confirme. Donc là, pour montrer à quoi ça ressemble côté Time Tonic, cette table, voilà, cette table photo EO, il y a juste des noms de centrales, type centrale,
une date de dernière maintenance, une adresse, une énergie produite en mégawattheure. Donc, l'idée maintenant, une fois que j'ai paramétré ça, je vais choisir quels sont les champs que je veux exposer. Je ne suis pas obligé d'exposer tous les champs de ma table. Je veux, par exemple, exposer l'adresse, on va dire l'adresse, la description, par exemple, l'énergie produite non centrale. Admettons. À ce stade-là, je continue sur Checking. Checking, ça me permet de voir, de vérifier qu'est-ce que je suis en train de faire. Là, je suis en train d'exposer, du coup, dans ma table centrale photo et hello, les champs suivants. Ici, j'ai un token qui apparaît. Comment ? Ouais, excuse-moi Marco. Tu partages une table ou une vue. Tu peux t'appuyer sur une vue de TimeTonic ou c'est une table et du coup le filtre s'effectue uniquement par le… Pas encore sur les vues, c'est dans la roadmap pour les vues. Là, c'est la table. Donc, on peut choisir les champs qu'on veut. Par contre, on va exposer toutes les lignes de la table pour répondre à ta question par rapport à la vue. Ouais. Après, l'idée, ça serait de pouvoir choisir aussi effectivement une vue et notamment de pouvoir filtrer par rapport à ça les lignes qu'on veut envoyer. D'accord. Donc là, ici, j'ai un token. Donc moi, je ne vais pas l'utiliser parce que je suis déjà authentifié. Mais la première fois qu'on se connecte à Looker ou à Power BI, il faut utiliser du coup, ce token qui va nous permettre de nous identifier par rapport à tous nos passes de type reporting qu'on a créés. Du coup, là, je vais directement maintenant sur Looker Studio. Donc dans Looker Studio, alors je ne suis pas un expert Looker, donc si je ne fais pas les choses au mieux, n'hésitez pas à m'interrompre. Mais voilà, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Déjà, je crée une source de données. Dans les sources de données, je vais rechercher du coup Pasta. Donc là, moi, j'en ai deux parce que j'ai aussi la version de dev. Là, je vais prendre le connecteur de prod. Donc là, moi, il apparaît parce que je possède le connecteur. Il va apparaître à ceux à qui on partage l'accès sur la bêta. Mais pour l'instant, le connecteur n'est pas encore validé par Google. Donc, si vous faites la même chose que moi sur Looker, il n'y aura pas Pasta. Donc, c'est en cours de validation. Donc là, je clique sur Pasta. Donc ici, il est en train de charger. Donc là, il ne va pas me demander de m'authentifier parce que je le suis déjà. Mais sinon, j'aurais eu à copier-coller le token qu'on avait vu dans l'écran. Et le token, c'est par compte Pasta que tu Alors, mets. oui, le token pour le reporting, ça génère un token. Et ce token-là, il va me permettre d'avoir accès à tous les passes reporting associés au compte. Ok, ouais, c'est ce que je voulais. Ouais, c'est pour ça, du coup, que si j'arrive dans Looker, ici, dans la liste déroulante des passes, je vois plusieurs passes, pas seulement celui que j'ai créé, j'en vois d'autres. Et là, du coup, je peux retrouver mon pass ici qui va être pass reporting, je ne sais plus comment je l'ai appelé d'ailleurs. Test reporting, donc normalement je dois voir test reporting, il est évidemment tout en bas. Donc une fois que j'ai choisi ça, très original, ouais, c'est pas très original. Après je clique sur associer, donc quand je clique sur associer, il va récupérer la structure des champs qui sont exposés et affecter les différents noms, évidemment. Je ne sais pas pourquoi j'ai une erreur, c'est l'effet démo. Undefined, c'est peut-être parce que j'ai pas publié mon pass, effectivement, c'est aussi une erreur de ma part. Il faut que je publie mon pass. Et là, à mon avis, ça devrait mieux se passer. D'ailleurs, il faudrait même qu'on ne le voit pas dans la liste s'il n'est pas publié carrément. Ça serait peut-être mieux, ouais. Donc là, il est en train de charger normalement. Cette fois-ci, ça devrait fonctionner. Donc là, il a récupéré les différents champs. Donc les différents champs, il a attribué un type par défaut en fonction du type de champ qu'on a, nous, du coup, récupéré. Mais après, on peut le changer. Ici, je peux, du coup, créer un rapport. Donc, lorsqu'il crée le rapport, il va par défaut, ça, c'est Looker qui fait ça. Il va créer une représentation graphique sous forme de tableau. Mais je peux évidemment le supprimer et faire un petit peu ce que je veux. Donc, moi, ce n'est pas très intéressant, un tableau. Je veux plutôt ajouter un graphique avec une carte à bulles. Et j'aimerais représenter les centrales sur la carte. Et j'aimerais qu'il y ait une petite bulle qui soit d'autant plus grande que la centrale a une grosse puissance. Alors, je choisis la dimension pour l'adresse. Donc, drag and drop l'adresse. Dans l'info bulle, je vais afficher le nom de la centrale, par exemple. Et dans la taille de la bulle, je vais envoyer l'énergie produite. Donc là, derrière, il se connecte à Pasta. On lui envoie les infos qu'il faut. Et après, il va m'afficher le reporting avec les infos bulles. Donc là, je peux voir les différentes centrales. Donc, comme je pourrais voir sur TimeTonic, la différence ici, par contre, c'est que la taille des bulles va être variable en fonction de la puissance. Si je survole cette centrale, 741 MWh, une petite bulle, celle-là, elle est à 3300, donc une bulle plus importante. C'est juste un petit exemple pour montrer que je prends les données de TimeTonic, en 2-3 clics, je les envoie sur Power BI ou Looker. Donc là, j'ai montré Looker, c'est le même fonctionnement avec Power BI. Donc, même principe. Donc ça, c'est un pass de type reporting. Donc là, j'ai ma liste des passes, la liste de tous les passes que j'ai créés. Je peux filtrer, trier, rechercher, etc. Et je peux créer un nouveau pass. Je vais créer maintenant un pass de type synchro données. Alors, synchro données, la synchro données, on a plusieurs possibilités pour les sources. On peut soit attaquer des sources cloud, soit on peut attaquer des sources on-premise, parce que techniquement, on peut déployer un agent, c'est une sorte de petit exécutable qui va être à côté de la base à laquelle on veut se connecter, et on va pouvoir se connecter. Donc là, moi, dans mon exemple, j'ai en local sur ma machine une base Access, et derrière, je vais utiliser un agent pour se connecter à cette base Access et du coup, faire une synchronisation de données vers TimeTonic.
Donc là, je vais l'appeler synchro. Synchro, pas très original, access, on va dire. Donc le type, c'est data synchronisation. Donc là, je crée le pass. Donc là, cette fois-ci, synchro données, il faut que je choisisse deux choses. Le départ, ma source, et la target. Contrairement au reporting où j'ai qu'une source, la target, c'est automatiquement un outil de reporting. Donc dans ma source, je vais choisir du coup ma source access laptop, c'est-à-dire c'est mon ordinateur local. Je confirme. Ici, je vais choisir du coup que c'est la base access. Et derrière, je vais choisir les tables. Donc là, j'ai aussi une table centrale. Alors ça, c'est pour l'exemple. J'ai aussi une table centrale sur Access avec les mêmes infos. Et moi, cette table centrale, je vais l'envoyer dans TimeTonic, une table semblable à ce que j'ai déjà montré en termes de structure. Donc, j'ai déjà la structure, moi, côté TimeTonic. Et derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer les données dedans. Donc, la target, c'est TimeTonic. Donc, je choisis mon token société no code. Je choisis la target, la database, démo database. La table, du coup, ça va être cette fois-ci la copie, centrale photovoltaïque copie. Je confirme. Donc, cette fois-ci, j'ai un troisième onglet qui s'appelle Mapping. Donc, Mapping, c'est là où je vais décider quel champ d'Access je vais mettre dans quel champ TimeTonic. Donc, je ne suis pas obligé, évidemment, de mapper tous les champs. Hein. C'est un peu le même principe que quand on fait un import CSV dans TimeTonic. La différence ici, c'est que dans la liste déroulante de gauche, je vais proposer les types de champs que je vais proposer vont dépendre de là où je vais mettre les champs. Autrement dit, un champ string, pour être plus clair. Un champ string, c'est du texte. Donc, dans un texte, je vais pouvoir mettre beaucoup de choses. Je vais pouvoir mettre éventuellement, potentiellement, une puissance. À ce moment-là, c'est un chiffre. Il va la formater, il va me proposer de faire une transformation pour mettre le format que je veux. Mais par contre, si j'ai ici un décimal, ici l'énergie produite, je n'ai pas beaucoup de choses que je vais pouvoir mettre dedans. J'ai vraiment que des champs qui vont être de type nombre. Donc, automatiquement, il va filtrer par rapport à, la catégorie de champ. Ensuite, j'ai des lignes qui sont non modifiables. Si on voit, par exemple, la colonne dièse, c'est en read-only, en lecture seule dans TimeTonic. Donc, évidemment, je ne peux pas aller écrire dans une source qui est en lecture seule. C'est pour ça que ça, derrière, c'est grisé. Pareil pour Created On. Le champ commentaire, il n'est pas encore géré, donc c'est not managed. Donc, comme ce n'est pas géré, on ne peut pas écrire dedans. Et tous ceux qui sont en surbrillance, là, je peux écrire dedans. Donc, je vais choisir de mapper. Alors, je ne suis pas très original. Hein, je vais choisir de mapper adresse, par exemple, dans adresse. Date de dernière maintenance, je vais mettre date de dernière maintenance. Description, j'ai une chambre de description, peu importe. Alors, de description, par exemple, je vais mettre l'énergie produite, c'est un bon exemple. Donc, c'est un nombre. Et je vais le formater et je vais choisir ici le format, par exemple, 120, avec virgule. Je choisis là. L'énergie produite, je vais mettre directement l'énergie produite, le nom central. Donc là, je map, j'ai les mêmes noms, hein, c'est assez simple. Et ici, je peux m'arrêter là. Je peux aussi choisir de définir une clé de réconciliation. Donc là, ma table, elle est vide. Mais si je choisis une clé de réconciliation, ça peut être intéressant. Si je modifie ma donnée côté Access, ça se répercute côté TimeTonic. On va le faire le test après. Sur Access, ce n'est pas très pratique à modifier, donc je montrerai sur l'exemple suivant. Donc ici, je peux mettre une clé si je veux. Ensuite, du coup, je peux sauvegarder. Et là, derrière, donc là, on va pouvoir lancer la synchro. Alors, à terme, on aura une planification. On pourra dire, je vais la lancer tous les 5 minutes, X heures, ou autant de fois qu'on veut. Actuellement, c'est manuel et ou via MEC, parce que derrière, on peut appeler un pass via un webhook. On a un webhook d'entrée, donc on peut déclencher un webhook via MEC. Donc actuellement, on pourrait planifier via MEC, hein, si on voulait le faire. Donc ici, je clique sur synchroniser. Donc la barre est en train de se lancer. Ici, si je vais dans le... Bon, ça a été trop rapide pour montrer, mais je montrerai sur le suivant. Maintenant, si je viens dans TimeTonic et que je rafraîchis, donc là, j'ai mes données qui sont arrivées d'Access à TimeTonic. Donc c'est intéressant cet exemple, c'est parce que c'est une source qui est locale. C'est vraiment ça le petit truc qui est intéressant dans l'exemple. J'ai une petite question sous l'agent, justement. C'est que sur Windows que ça marche ou ça peut marcher sur... Alors là, en agent, non, on peut le déployer sur toutes les plateformes Linux, Windows, Macintosh. L'agent, il a trois formes. Il a une forme exécutable Windows très simple pour les petites structures où on n'a pas les moyens d'avoir un serveur. Ça peut être un conteneur Docker. Je rentre dans la tech, je suis désolé. Hein, je suis le techos de la session, mais on est plusieurs, je pense qu'on est même deux au moins avec Stéphane. Mais il y a un agent Docker qu'on peut déployer effectivement sur plusieurs environnements. Et on a aussi opté d'héberger ça sous forme d'un exécutable API, donc un point d'accès, aussi en mode Linux ou Windows. Donc on est assez flexible sur les environnements d'hébergement, quoi. De toute façon, il faut pouvoir héberger sur Unix. Hein. Si tu ne peux pas héberger sur Unix, se restreindre à Windows, c'est trop contraignant. Et justement, avec ça, pour l'implémenter, il y a besoin d'un développement spé ou comment ça se passe? Il y en a qui peuvent être autonomes, j'imagine, c'est au niveau technique. Comment ça se passe? Alors c'est natif, hein, c'est une installation, donc on sera capable de télécharger un MSI pour installer l'outil. Après, effectivement, quand on veut comme installer un conteneur Docker voilà, il faut forcément une petite surcouche d'aide pour faire ça, parce que si on n'a pas les compétences, mais tout ce qui est MSI,
on est en train de faire en sorte de générer des MSI où les droits d'accès de l'agent sont déjà intégrés pour qu'il y ait à l'installer et qu'il n'y ait aucun paramétrage. On l'installe, il est reconnu et il devient disponible dans la plateforme directement sans aucune interaction. On va vraiment rester sur la facilité ultime, c'est-à-dire le moins de paramétrage possible en fait. MSI, peut-être juste, s'il y en a qui ne savent peut-être pas, c'est un fichier d'install. On double-clic, ça s'installe et puis on fait c'est le fameux installation, on fait next, accept, et puis voilà quoi. En gros, on lit pas ce qui est écrit et généralement c'est comme ça que ça se passe. Quoi. Tu fais tellement bien, Marc-Olivier. Ouais, le fait de pas lire, oui, j'ai pas trop de mal, j'arrive pas, je sais pas lire en fait, donc c'est naturel, il n'y a pas de souci. Toi qui parlais de Tinder, next, mais non, c'est pas ça. Ah ouais, non, c'était même pas du swipe, non, j'ai pas fait ça, j'ai fait clic. C'est pas pareil. Du coup, j'ai perdu le MSI, ah bah voilà, Microsoft Software Installer. C'est possible, je ne sais pas l'acronyme, mais merci Olivier. Merci, c'est ça. Voilà. Donc en tout cas, voilà, ça s'installe facilement. Après, quand c'est Docker, c'est un petit peu plus compliqué, quoi, effectivement. Mais voilà. Il y a au moins une personne qui te comprenait. mais du coup, voilà, là où j'en viens par rapport à Docker, c'est que Pasta donc aussi, peut être aussi hébergé sur l'infra du client, que ça peut être sur un système on-premise ou sur le cloud du client. Là, actuellement, nous, si c'est hébergé sur le cloud Pasta, c'est Microsoft Azure France, mais bien sûr, ça peut s'héberger chez le client, pour des raisons de gouvernance de données, notamment. Ouais, c'est super important. Ouais. Ça, c'est Je vais montrer un autre synchro, un petit peu plus… Avant que tu enchaînes, Marco, il y a Xavier qui a une question primordiale. Ah. Alors, des comme ça, il y en a 2 au monde. Il y en a un à Bordeaux, chez Marc-Olivier, mais apparemment, il fait plus chaud à Bordeaux qu'à Alès. Donc, c'est pour ça qu'il ne l'a pas. Mais faut qu'on discute. Ah ouais. Mais pour toi, peut-être, on peut faire quelque chose. Mais parce que pour Xavier, on peut faire quelque chose. On peut pas évoquer pourquoi ici, mais on peut faire quelque chose. Donc, on s'en occupe. C'est un commercial, en fait, Xavier, pour tous les… C'est ça. Pour tous les no-codeurs de No Code France, c'est le commercial qui vend un peu les services de tout le monde, des éditeurs et tout. C'est un collectionneur de goodies aussi. Hein. Il a des casquettes, des t-shirts, des sacs. Ben voilà. Il a tout là, Xavier. Il va falloir qu'on fasse aussi la casquette et la tasse Pasta, quoi. C'est vrai que là… J'aurais plutôt dit le verre à Ricard, mais ça, c'est très D'ailleurs, si l'équipe Time Tonic nous écoute, j'aimerais bien avoir aussi une tasse Time Tonic. Je ne sais pas s'ils n'ont pas prévu, mais ça serait bien. Voilà. Je fais mes cours de Noël avant Noël. Quoi. Du coup, dans le deuxième cas, je vais faire une synchro d'Airtable vers Time Tonic. Du coup, côté Airtable, on a 2 tables, des commandes, des lignes de commande, d'accord, avec quelques fichiers pour les bons de commande. Et l'idée, ça va être d'envoyer ça dans Time Tonic. Et du coup, j'ai paramétré une automatisation qui va déclencher cet import, qui va d'abord importer les commandes, puis après les lignes de commande. Derrière, on passe par make, c'est un petit appel make qui va faire ça. Et d'ailleurs, ça va nous permettre du coup de faire l'import en deux étapes. Alors, je ne vais pas forcément construire, c'est un peu longuet construire les passes, je vais juste montrer à quoi ils ressemblent les passes de synchro. Si je reviens du coup sur la liste des passes, donc j'ai un pass commande. Donc la synchro commande, la source, c'est côté Airtable, donc même principe. Quand j'ai mon token Airtable, j'ai accès à toutes les databases, les tables. La target, c'est Time Tonic. Et dans le mapping ici, donc j'ai dit je veux du coup le bon de commande. Je vais envoyer ça, le bon de commande, le fichier. J'ai choisi une date. J'ai choisi de mettre la date de commande aussi dans la description pour faire une transformation. J'ai choisi du coup le montant de commande, le nom fournisseur, etc. Et là, j'ai coché la clé de réconciliation qui est le numéro de commande. Ça, c'est le paramétrage pour les commandes. Le paramétrage pour, du coup, les lignes de commande. On parle de Ricard ici. Là, je regarde un petit le… Alors, les lignes de… dès qu'il y a Ricard, c'est le mot-clé, il ne fallait pas lancer là-dessus. Là. Du coup, dans mes lignes de commande, même principe de Airtable à Time Tonic, ce qui va nous intéresser, c'est la partie mapping. Donc, on va mapper le libellé, le montant total, donc qui va du décimal, qu'on va formater aussi comme ça. En particulier, le numéro de commande, du coup, qui est du string côté Airtable. Donc, je n'ai pas fait les choses avec un lien côté Airtable. J'ai mis du string exprès pour envoyer dans une colonne de type link côté Time Tonic, le prix unitaire, la quantité, etc. Ça, c'est le paramétrage. Ici, maintenant, du coup, je reviens dans Time Tonic. Au départ, ma table commande, les lignes commandes, elles sont vides. Je n'ai rien mis dedans. Du coup, ici, je lance l'exécution.
Donc là, ça va appeler les passes en cascade. Si je reviens ici sur le partie dashboard, ici, on voit la barre de progression. Là, il est en train de synchroniser les commandes. Une fois que la commande va être synchronisée, il va déclencher, il va attendre un petit peu et après, il va déclencher la synchro des lignes. Parce qu'actuellement, c'est ce qu'on va développer. On n'a pas développé encore le webhook de sortie. C'est-à-dire qu'après, on sera capable d'appeler un webhook dès qu'un pass a été exécuté, qu'il soit exécuté en erreur ou pas. En erreur, ça peut être intéressant pour faire derrière un traitement, etc. Ou avec succès pour pouvoir chaîner. Et on pourra aussi paramétrer directement depuis un pass l'exécution d'un pass suivant, donc sans avoir quitté Pasta. Je ne rafraîchis l'écran, je ne sais pas si ça ne se rafraîchit pas, c'est bizarre. C'est vrai que c'est bien que les logs directement dans l'outil. Ouais. Donc les commandes, elles ont été synchronisées. Les lignes de commande, elles sont en cours aussi. Et du coup, je peux commencer à regarder à quoi ça ressemble côté TimeTonic. Donc là, j'ai mes commandes qui sont envoyées, avec les bons de commande qui ont été récupérés. Et là, il est en train d'envoyer les lignes de commande. Donc, j'ai 10 lignes de commande par commande. Donc, déjà, à terme, si je rafraîchis, je devrais en avoir 10 partout. Alors, je pense qu'il a terminé. À mon avis, il a terminé le traitement. Si je regarde, on est à 100%. Donc là, la synchro est terminée. Et donc là, ce que je disais aussi, c'est que si je peux faire une modif maintenant côté Airtable, par exemple, et que le nom du fournisseur, je vais l'appeler test, pas très original. Et derrière, je vais relancer juste, par exemple, mon pass de commande. Je relance ma synchro des commandes. Ici, du coup, vu que les données sont déjà existantes, parce que j'ai coché la clé de réconciliation, c'est les numéros, il va mettre à jour les infos. Et donc, si je vais derrière côté TimeTonic, que je vais dans mes commandes, hop, donc, si je rafraîchis, là, du coup, mon fournisseur, il a changé, c'est test qui a changé à la place de l'autre. Donc, voilà l'idée. Donc, on peut ajouter des données, on peut mettre à jour des données. L'étape suivante, ça va être aussi de pouvoir dire, si jamais mes données ont disparu, ça, on ne l'a pas encore fait, mais ça va arriver vite. Si elles ont disparu dans la source, on va pouvoir les supprimer aussi dans TimeTonic. Ça sera un paramétrage pour un pass, on pourra décider de supprimer ou non. Ça, c'est l'étape suivante par rapport à ça. Est-ce que je pense que j'ai à peu près tout montré rapidement. Alors après, je ne suis pas rentré dans les détails, surtout. On a une question de Xavier. Oui. Est-ce qu'il y a une limite au nombre de lignes que tu peux envoyer, faire transiter comment ça se passe? Alors, on a deux plans aujourd'hui. On a un plan à 25 et un plan à 49. J'en profite, il faut mettre un petit P, placement de produit, sur la vidéo. Mais voilà, donc on a un plan à 25 et un plan à 49. Sur le plan à 25, on met une limite à 10 000 records. Et sur le plan à 49, une limite à 20 000. Et on a un plan entreprise qu'on fait au cas par cas. On n'a pas de limite technique à ça. Donc, s'il y a des gens qui ont des besoins complémentaires, on est OK pour en discuter et trouver des solutions là-dessus. On a mis des limites, on va dire, je vais appeler commerciales, parce que ça a un impact, bien évidemment, sur les temps de process, sur le coût d'exécution. Donc, on a ces limites-là. Mais voilà, on est 10 et 20 000, ce qui permet déjà de couvrir quand même pas mal de use cases communs, on va dire. Après, là, on parle pricing, mais pour l'instant, c'est en version bêta. Donc, ce n'est pas la version payante qui est disponible, c'est en bêta privé. Voilà, donc là, en bêta privé, on n'a pas ces limites-là. Après, on peut avoir aussi des limites d'appel API, mais ça, c'est autre chose. Nous, derrière, forcément, quand on appelle TimeTonic, on appelle l'API TimeTonic. Donc, suivant les API, on peut être amené à brider aussi la vitesse en fonction de la fréquence API ou pas. Voilà. Ouais, donc tu vas devoir subir les limites API d'Airtable aussi quand tu. Oui. En termes de vitesse, Airtable est plus contraignant que TimeTonic. Oui, c'est ça. Dans notre test, on a un rapport de 1 à 3 à peu près en rapidité. Voilà. Et quand on parle de les subir, c'est aussi qu'on les subit, mais surtout on les gère en fait. C'est-à-dire qu'on s'assure bien que le besoin, mais typiquement, on a un bel exemple sur Xano. Xano, quand on passe je parle d'autre chose, quand on passe d'un compte gratuit à un compte privé, enfin un compte payant, on a des écarts assez monstrueux et l'outil s'adapte en fonction des réponses pour adapter au mieux, pour pas perdre en performance, mais pas non plus atteindre la limite, ce qui avec certains produits est assez dramatique. On n'a pas eu tout ça sur TimeTonic, mais malgré tout, on fait en sorte aussi de réguler et de limiter le nombre d'appels API qu'on fait pour des questions de performance, d'éco-responsabilité, de coût. Enfin, il y a plein d'aspects qu'on peut ouvrir, mais on monitore et on gère au plus précis le nombre d'appels API qu'on peut faire. On essaye de le faire le moins possible. Par exemple, dans TimeTonic, quand on va faire du bulk, on fait le bulk de la taille la maximale possible, le plus grand possible à chaque fois, de manière dynamique en fonction de ce qu'on peut. Tout ça pour essayer de limiter le maximum d'appels API et aller le plus vite possible. Et quand tu as
Et tu as une gestion d'erreur, par exemple, quand ton quota de call API du mois est dépassé, que tu veux synchroniser? Je te laisse répondre, Marc-Olivier, ou tu veux que je fasse? Non, si ton quota est dépassé, tu as quel outil? Parce que C'était la peau de banane, là? Non, je suis désolé. en fait, Non, mais on est là pour ça. si ton quota est dépassé, il faut voir ce qui va se passer. Si ta fréquence est ralentie, derrière nous, quelque part, on va ralentir les transferts. À mon avis, si c'est coupé, dans l'état, tu auras le pass qui sera en erreur d'exécution pour l'instant. Mais tu parles côté source, en fait. Ouais, mais par contre, si tu as toujours un accès API, mais que ton API rate il s'est effondré parce que tu as dépassé ton quota, là, derrière, tes synchros vont continuer à fonctionner. Par contre, elles vont fonctionner beaucoup moins vite, suivant le. Et après, c'est vrai que quand il y aura les filtres de vue, ce qui pourrait être sympa, c'est le quota ligne, tu en auras un peu moins, elle sera un peu moins important parce que tu peux faire une synchro sur ce qui t'intéresse, qui a été modifié ou qui est de nouveau, quoi. Donc c'est vrai que tout à fait. Oui, c'est sûr, oui. Oui, parce que là, actuellement, voilà, c'est sur toute la table. Pour vous parler un petit peu de la suite rapidement, si vous le souhaitez, c'est que on est en bêta aujourd'hui, on va être live production courant janvier. On se laisse au mois de janvier pour ouvrir. Voilà, donc si des gens sont intéressés pour tester, faites un petit mail à Marc-Olivier, je pense que tout le monde le connaît, et il sera un plaisir de vous ajouter dans la bêta. À un moment donné, on va la closer parce qu'on a quand même beaucoup de demandes et avoir beaucoup trop de bêta-testeurs, ça ne permet de pas être super réactif sur les temps de réponse. Donc mais c'est encore ouvert aujourd'hui, donc n'hésitez pas si vous voulez vous y connecter. Et on a 9 connecteurs aujourd'hui. On a de la base de données, on a du SQL Server, on a du Postgre. En termes de no-code, TimeTonic est bien évidemment notre partenaire majeur et le mieux intégré à la plateforme. Mais on sait dire du Airtable, on sait dire du Supabase, du Fillout, arrête-moi Marc-Olivier, du Access. À venir, Excel, Google Sheet, bien évidemment, parce qu'on a aussi parfois des besoins de tuer un Excel et on a besoin de vivre avec pendant quelques mois. Donc, on sera en capacité de venir synchroniser un Excel vers TimeTonic, le temps de le décéder, si vous me permettez l'expression. Et là justement, on pourra faire un Excel qui sera local aussi, c'est ça? Parce grâce à l'agent, on pourra se connecter sur un fichier Excel qui est local, pas forcément du coup sur OneDrive, et l'envoyer à intervalles de temps réguliers dans TimeTonic. Exactement. Donc voilà pour ce que je pouvais rajouter sur le timing. Voilà, si vous avez une question, n'hésitez pas à nous mettre dans le chat. Et puis sinon, on va passer avec plaisir la main à la suite. Je prends ton rôle, Martial. Je me laisse pousser des ailes. Bon, parfait, je pars en vacances. Il va te virer là. Et clac, c'est bizarre, je suis plus dans la conversation, c'est quoi? Ton micro a été coupé, tu ne peux plus parler. Non, si Marco, Philippe, si vous avez, si pour vous on a fait le tour du principal que vous aviez à présenter et à expliquer sur Pasta. Oui, je pense que ce qu'on a vu. Alors après, j'étais un peu vite là-dessus, mais donc on a une donnée source, une donnée d'arrivée. On peut faire des transformations simples aussi, entre la source et l'arrivée. On va ajouter des transformations aussi au fil de l'eau. Voilà, sinon je pense qu'on a fait un tour assez rapide, c'est complet. Je fais une petite dernière parenthèse. Alors, je suis désolé, moi, je suis un fervent défenseur du no-code, bien évidemment, sinon je ne serais pas là. Mais je reste avant tout un pisseur de code de mon ancienne vie. Pasta est aussi orienté autour d'un système de développement qui permet de facilement injecter des connecteurs et des transformations, on va dire, maison, si je peux utiliser ce terme-là. L'idée, c'est vraiment d'arriver à couvrir chez un client. Si vous couvrez 99% des besoins avec Pasta, mais qu'il manque 1%, on sera toujours en capacité d'ajouter la petite transfo, ou même vous-même, si vous avez quelques skills de développeur, de venir ajouter cette petite transfo et de l'injecter dans votre compte pour être capable de venir. Alors ça, c'est pas pour janvier, il faut être tout à fait transparent là-dessus, parce que ça va être un peu plus long à mettre en place. Mais on a aussi cette volonté d'avoir un système un peu ouvert pour pas se retrouver, ça fait tout, sauf ça, mais si j'ai pas ça, en fait, je ne fais pas de job, pour vraiment s'éviter la loi de Pareto encore plus étendue, c'est aller au-delà de cette limite. Et donc, on s'ouvre cette possibilité de venir injecter du code spécifique pour venir couvrir tous les besoins, même les besoins les plus, je vais utiliser le terme capillotracté, voilà, pour être capable d'aller au bout des intégrations. C'est ça aussi un vecteur qu'on a vraiment voulu pousser, parce qu'on est toujours frustré de se dire, ça c'est top, mais il me manque ce petit truc-là. Et là, du coup, je ne fais pas tout ce que je voulais, et c'est quand même assez déceptif, et ça, on voulait l'éviter au plus haut point. Donc, on a les deux côtés. D'un côté, l'outil est vraiment orienté no-code dans l'utilisation. On a vu, on clique. On a essayé de faire en sorte que ce soit le plus simple possible à utiliser. Donc, qu'un métier même puisse paramétrer son flux. Par contre, voilà, d'autre côté, on pourrait avoir un SDK où on peut venir ajouter ses propres connecteurs
ses propres transformations. C'est ça qui va m'intéresser beaucoup, moi, justement. On en parlera effectivement. Ok, ça marche. Avec grand J'ai plaisir. fait la transition du coup. Merci en tout cas pour l'accueil. Ouais. C'est vrai que pour les intégrations, que souvent j'ai des clients du Sage ou du autre, enfin tu vois, ça pourrait peut-être être dans des fois sur des cas super intéressant. Alors du coup, on a une remarque de Paul Sud par rapport, je ne sais pas si tu peux la mettre, Martial. Bon, ce que tu parles de là, ouais, j'aime bien TimeTonic, Voilà. mais quand je vois la quantité de données à migrer depuis la concurrence, j'ai du mal à croire que ça peut se faire simplement. Les migrations, alors ça peut être des sujets complexes, hein, c'est souvent des sujets complexes. C'est clairement, c'est pas un truc à sous-estimer. Après, tout dépend du modèle de données de départ et d'arrivée. Tout dépend aussi de la qualité des données. Des fois, voilà, on avait fait une migration, c'était bien complexe parce qu'en fait, le modèle de données au départ était pourri. Donc, essayer de faire de rentrer des données pourries dans un modèle sain, bah voilà, c'est tout sauf, c'est pas simple. Mais après, ça, voilà, c'est un outil qui peut aider à migrer des données, mais clairement, ça va pas résoudre ces problèmes-là. Hein, ça va. Puis il y a tout le travail du process de l'appli que tu as fait sous Airtable avec tes automes, un peu ta logique métier qu'il faudra. De toute façon, c'est pas un nouveau dev, mais tu peux déjà reprendre les données. Mais souvent, tu as beaucoup de travail, quoi qu'il arrive, que tu veux migrer de n'importe quel outil. Ça se fait pas tel quel, c'est sûr. Hein. Que tu veux migrer d'un outil vers TimeTonic, clairement, je pense que l'idéal, c'est de connaître bien l'outil de départ et de bien connaître TimeTonic aussi. Quoi. Si tu connais qu'un des deux, ça peut être compliqué. Quoi. Ouais, je suis d'accord je vois le commentaire de Xavier, le découpage des tables, de toute façon, la structure, c'est la vie aussi. C'est comme le code, comme disait Claire. C'est pas pour rien que Xavier fait la chasse aux énums et puis toutes les selects et tout ça, là. C'est qu'en fait, après, quand tu migres, c'est vrai que ça doit changer la donne. Mais donc, en tout cas, c'est vrai qu'avant de vous engager dans des process de migration, vérifiez bien la qualité des données au départ avant de faire le chiffrage, quoi, parce que sinon, on peut avoir des surprises. Et il faut garder de la marge quand tu fais une migration, parce que il y a toujours des surprises aussi. Mais Stéphane, peut-être que je pense qu'on va te laisser la main. J'avais pas vu le message de Martial. C'est bon, j'ai pas vu non plus, moi, c'était parce que. On voit mon écran. Toc, je l'ajoute. Attends, par contre, du coup, tu es toujours en bas. Bon, très rapidement, je vais quand même me présenter 5 minutes et présenter WP Connect. Donc, moi, je suis Stéphane, donc je suis fondateur de WP Connect, qui est un product studio, en fait. À la base, moi, j'ai une agence qui s'appelle Digital Corner. Donc, on fait de la stratégie web, de la refonte de sites, création de sites web, très porté sur WordPress. On ne fait pas que ça, mais on en fait beaucoup. J'en ai fait aussi beaucoup durant ces 15-20 dernières années. Je faisais pas que ça, on n'a pas fait que ça, mais principalement, on est porté sur WordPress. Donc, on fait du sur-mesure, évidemment. On fait aussi du thème, mais c'est vraiment pas l'activité la plus importante. Donc, on a d'un des besoins clients. On y répond avec la construction d'un thème sur mesure, une stratégie SEO, SIA, de l'analytics derrière. Donc, on va brancher un Looker Studio, un Power BI qui va bien derrière pour suivre les KPI, etc. Donc, on a une approche assez globale. Depuis quelques temps maintenant, on fait du no-code, évidemment. Depuis quelques années maintenant, ça s'est fortement accéléré depuis un an, à peu près. Donc, on ne fait pas de tout. On choisit nos outils. On fait surtout de l'interne pour le coup. C'est des petites automatisations, des petites applications mobiles, des dashboards, des outils internes, etc. Évidemment, on est partenaire TimeTonic. Et du coup, depuis 2 ans, j'ai fondé WP Connect qui vient en fait complémentariser l'offre de prestation de services qu'on fait avec de DK et puis Enable qui est le nom de l'offre no-code. Il manquait quelque chose en fait. Tout est parti d'un besoin client qui avait Airtable en fait, qui a toujours Airtable d'ailleurs, en système d'information, en gestion de contenu en interne. Et l'idée, c'était de pouvoir afficher des données sur leur WordPress. Donc, on a monté un plugin technique
Et puis, je me suis dit que ce serait pas mal d'en faire des produits, d'en faire un produit. Et du coup, maintenant, on a une dizaine de produits, donc des plugins, ce qu'on appelle en standalone, donc qui marchent en fonctionnement seul, donc qui connectent en fait des outils no-code vers WordPress. L'idée, c'est d'avoir qu'un seul sens. Donc, on a notre base de données, notre source de vérité qui est donc Airtable, Notion pour l'instant et donc TimeTonic maintenant, et on envoie des données vers WordPress. Et à l'inverse, on a aussi donc d'autres produits, donc plutôt des add-ons pour le coup, et là qui sont en fait des modules qu'on vient accrocher aux plugins de formulaire existants. Donc pour pas les nommer, Gravity Form, WP Form et CF7 qui sont les plus gros plugins de formulaire dans l'écosystème WordPress. Donc on a des plugins complètement gratuits, on a des plugins en freemium et puis on a des plugins aussi payants. Donc aujourd'hui, voilà, on a une douzaine de produits. Le dernier en date, c'est le WooCommerce for Airtable et donc les deux TimeTonic qui vont sortir d'ici un mois. L'idée derrière le WooCommerce for Airtable, c'est d'avoir un mini PIM dans Airtable ou dans TimeTonic peut-être un peu plus tard, si le besoin se fait sentir, pour pouvoir gérer en fait tous les produits dans ces outils-là et également recevoir les commandes et avoir une gestion de stock aussi directement dans l'outil plutôt que de passer par l'interface de WooCommerce qui commence à un petit peu compliqué quand on commence à avoir pas mal de produits, pas mal de variations, etc., etc. Voilà pour la petite présentation rapide. Donc comment ça marche? Donc je vais vous montrer un peu. Alors il y a deux outils, hein, deux produits. On a d'un côté TimeTonic WP Sync qui est le plugin qui permet d'envoyer des données de TimeTonic vers WordPress. Et puis on a Gravity Form to TimeTonic qui permet donc d'envoyer des données de Gravity Form, donc d'un plugin de formulaire vers TimeTonic. Donc comment ça marche TimeTonic WP Sync? Ça marche par connexion en fait. Donc ici on a fait on a pas mal de connexions qu'on a déjà faites et l'idée c'est qu'on puisse aller chercher des infos dans TimeTonic pour les afficher dans WordPress. Donc comment ça se passe? Donc si je prends un exemple ici par exemple sur un job board, donc on a dans TimeTonic ici les différentes offres d'emploi qu'on veut afficher sur son WordPress, donc avec le nom du job, la compagnie, etc., etc. Le profil demandé, les avantages, la rémunération, bon bref, on a beaucoup de données comme ça, le type de job aussi demandé. Et pour faire une connexion, donc on va mettre l'API key, RGPD bonjour, qui est ici, et ensuite donc l'ID pour aller choper donc les bases de données et donc les books qui vont bien pour ces données. Donc on a mis pour chaque connexion ces informations-là, de sorte qu'on puisse aller chercher dans différentes bases de données, dans différents comptes sur le même site. Donc une fois que j'ai rentré ces données-là, ça va m'afficher toutes les bases de données qui sont reliées à ce user et cet API key. Et ensuite, ça va m'afficher les tables. Donc là, j'ai choisi TimeTonic WP Sync, donc qui est ici. J'ai tout un tas de bases ici. Et je vais chercher la table qui va bien. Donc ici, Job Board, évidemment. Je vais également pouvoir choisir la vue directement. Donc ça, c'est pas mal parce qu'on va pouvoir aussi faire différentes vues. Et ici, je vais pouvoir aller choisir la vue qui va bien. Ce qu'on va rajouter là pour la sortie, ça va être un petit module de filtre qu'on a déjà sur le plugin Airtable to WordPress. Donc là, on va le mettre également sur celui-là. C'est-à-dire qu'on va pouvoir rajouter un module de filtre qu'on aura ici. Et comme ça, on va pouvoir encore plus filtrer les données qu'on veut importer en fonction de la vue. Ici, on a une petite option qui est la possibilité d'inclure les liens to another table. Donc, on l'a mis en option parce qu'on s'est rendu compte qu'évidemment, les process de synchro étaient largement plus longs quand on allait chercher des données dans une autre table. Donc, on l'a mis en option. Tout le monde ne l'utilise pas.
Donc c'est vraiment une option qui peut être activée en fonction de la connexion. Donc je vous montrerai ce que ça donne ici dans l'interface de mapping. Donc là je vais mettre No pour l'instant. Ensuite, on peut choisir le type d'import qu'on veut faire. Donc on a 3 types d'imports. On a ce qu'on appelle un post, donc une publication. Donc ça rejoint les articles de blog et puis les pages. Ouais, donc On là, en c'est a de la, aussi- ouais, Oui. là, c'est de la terminologie WordPress pure. Là. Ouais, Mm. un post, c'est la terminologie WordPress. Un post, c'est une publication. Donc, ça peut être aussi bien ce qu'on appelle un custom post type, donc un type de contenu personnalisé que nous, on va créer ou que le thème installé va créer. Donc, par exemple, si j'installe un plugin qui s'appelle WP Job Manager, pour rester dans le thème, ça va créer un custom post type job. Et Mm. dans ce post job, je vais avoir différents champs et différentes taxonomies. Des taxonomies, c'est des catégories de champs. Voilà. Et tout ça, je vais l'avoir ici. Je vais pouvoir les récupérer et ensuite faire mon mapping. Donc ici, c'est un post, mais je vais pouvoir aussi importer des utilisateurs. Par exemple, j'ai une table user que j'ai ici. Par exemple ici. Je vais pouvoir les mapper, je vais pouvoir appeler le post type user ici. Je vais pouvoir mapper les champs que j'aurai dans ma table TimeTonic. Ça va créer les utilisateurs dans WordPress, leur envoyer un mail pour qu'ils puissent créer leur compte, etc., etc. Et de cette façon, j'aurai ma base d'utilisateurs que je pourrai ensuite utiliser pour mapper sur peut-être des contenus personnalisés dans mon WordPress, ou alors les mapper pour dire, OK, celui-là est auteur de tel ou tel article de blog, etc., etc. Et dernier type d'import, c'est les taxonomies. Donc là, c'est très porté WordPress, hein, effectivement. Donc là, je vais pouvoir importer des taxonomies sur des posts existants. Donc par exemple, comme si je reste sur le job, je vais pouvoir, par exemple, rajouter une taxonomie qui est le type de job, si je ne l'ai pas dans mon tableau, ou la localisation, etc., etc. Là, on rentre vraiment dans un détail assez poussé au niveau développement. Donc, je vais pas en dire plus, mais l'idée, c'est vraiment de se dire que j'ai la possibilité d'importer autre chose que des publications, mais aussi des utilisateurs. Et ici, justement, c'est là que ça devient intéressant, c'est que ici, je choisis le type de poste. En fait, si je choisis user ici, j'ai pas l'option, évidemment. Si je choisis post ici, je vais pouvoir choisir le type de poste que je veux. Donc là, je reste sur mon job. Soit il est créé par un thème, et donc dans ce cas-là, on le retrouvera ici. Soit il est créé par un développeur, comme nous, quand on fait des choses complètement from scratch, on crée nous-mêmes notre CPT avec un autre plugin ou from scratch, donc un autre plugin qui s'appelle ACF. Je pourrais peut-être en parler tout à l'heure, mais là, pour le coup, on rentre vraiment dans le dev WordPress. Et je vais pouvoir aussi créer mon post type directement depuis le plugin. Donc là, c'est pour le coup, c'est hyper intéressant parce que j'ai pas besoin d'utiliser un autre plugin ou alors de passer par un développeur. Je peux très bien créer mon post type là directement ici et lui affecter ensuite les bons champs qui vont bien, etc. Après sur le mapping. Donc là, si je reste en post, je vais pouvoir aussi choisir des pages. Enfin, je fais ce que je veux là-dessus. Et le thème ici me ramènera les différents post types qui sont reliés à mon thème. Ensuite, je choisis, si je veux, un état de publication. Donc en publié, en scheduled, en brouillon, en pending ou en privé. Et ensuite, l'auteur, qui peut être du coup dans les users que je viens d'apporter si j'ai envie. Donc voilà, donc ça c'est les deux premières étapes. Et ensuite j'ai tout ce qui est mapping. D'ailleurs là tout a sauté. Bon, il faudra que je sorte sans sauvegarder. Donc le mapping, un peu comme a montré Marco sur Pasta, hein, c'est tout simple. Hein, c'est-à-dire que d'un côté j'ai mes champs TimeTonic et de l'autre j'ai les champs que j'ai préalablement créés pour les afficher sur mon WordPress. Donc évidemment, ça vient ici chercher les champs qui sont dans ma table. Donc le job name que je mappe avec le titre, la compagnie que je vais mapper avec d'autres champs ici que j'aurais créés, le logo également. Hein, donc on peut évidemment
mapper des images. Et puis ensuite, toutes sortes de types de contenus que j'ai dans mes pages, dans ma base Timetonik, et ensuite ceux que je veux retrouver dans mes pages que je vais créer ensuite. Dernière étape, c'est la synchronisation. Donc, on peut choisir à la stratégie, donc en ajout, en mise à jour, en suppression, en ajout, en mise à jour et juste en ajout. Évidemment, si je choisis cette option, tout ce que je ferai dans Timetonik, ça se répercutera sur le WordPress. Par contre, si j'ai envie juste que j'ajoute des choses dans Timetonik et que je gère ensuite mes différentes publications dans WordPress, je peux choisir une autre stratégie. Et le trigger, évidemment, donc en manuel, en recurring. Donc là, je vais choisir une fois par jour, une fois par semaine, toutes les 30 minutes, etc. Je vais pouvoir choisir également le jour de la semaine, l'heure, et en recurring, donc ça viendra se synchroniser automatiquement pour s'afficher, pour que les modifications qui sont faites dans Timetonik soient affichées sur WordPress. Et le petit dernier, c'est la synchro instantanée avec la mise à disposition d'un webhook, évidemment. Là aussi, ça va demander un petit peu de... Alors là, on va un petit peu au-delà du no-code, mais voilà, il y a la possibilité de faire appel à ce webhook pour faire de l'instantané, avec la mise en place d'un cron aussi côté WordPress pour plus d'optimisation. Alors... Donc si je... Attends, je vais quitter parce que là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ouais, voilà. Hop. Donc je vais vous montrer ce que ça donne par rapport à quand je fais un link to another table. En fait, ici, donc là j'ai mis yes pour cette connexion. Et en fait, ici j'ai mes champs de la table parent. Et ici, j'ai mes champs avec la petite flèche, j'ai mes champs qui sont affichés, qui sont reliés à la table user. Donc elle est ici. Si je vais sur les posts, ici j'ai ma table donc de blog post, et ici donc j'ai ma colonne user avec les noms qui sont associés. Et donc évidemment, dans une connexion, je vais pouvoir aller chercher les infos pour pouvoir les afficher directement sur une page que j'aurai construite. Donc si je vais sur le front, ce que ça peut donner, donc là ici par exemple j'ai mon blog, donc j'affiche, alors ça peut être n'importe quoi, hein, là on a pris un exemple de blog, mais j'ai mon blog ici. Si je fais un update ici, parce que logiquement, hop, si je vais sur mon blog, j'ai six autres articles. Donc si je fais une synchronisation, on va croiser les doigts pour que ça marche. Normalement, ça devrait marcher. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps parce que justement, j'ai ce link to another table. Voilà. C'est pas Martia qui a lancé là, ça devrait marcher. Voilà. Et hop, magie, super, ça a bien marché. Donc là, j'ai mes six articles qui ont été rajoutés. Comment il gère le multi-élément? Comment il gère un peu, comme il y a plusieurs valeurs, il affiche, il sépare d'une virgule, ou ça dépend peut-être des cas, je sais. Alors, pour afficher des valeurs là comme ça? Ouais, par exemple, là tu aurais un nom et tu aurais deux noms, tu vois. Par exemple, tu aurais un tableau de noms et tu aurais deux noms, et comment il ferait pour afficher si ça serait du texte, par exemple, ou autre. C'est-à-dire l'affichage en front, comment tu le gères? Ouais. C'est ça. En fait, justement, là, c'est un peu comme tu veux. C'est-à-dire que y a d'un côté les thèmes, donc les thèmes WordPress, tu installes ton thème, et là, tu vas pouvoir ensuite aller chercher les infos que tu auras synchronisées. En fait, on importe les données. Okay. On va pas chercher les données dans Timetonik. On va les chercher, à la première connexion, on va les importer, ce qui fait que les données sont dans WordPress, en fait. Donc, elles sont là. Et ensuite, on peut les utiliser évidemment comme on veut. Donc, on va pouvoir aller les chercher, donc soit les afficher via le thème existant,
soit via un thème qu'on aura préalablement construit ou que le développeur ou la développeuse auront construit, ou alors via un page builder comme Elementor, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le page builder le plus connu de WordPress, où là on aura une interface complètement visuelle. C'est-à-dire que ici je vais construire, moi là j'ai construit mon grid, ma grid, avec donc des cards, en affichage cards. Je peux très bien l'afficher en classique, en full content, ou comme ça, voilà. Ça, c'est moi qui choisis. Et ensuite, je vais choisir effectivement qu'est-ce que je veux afficher. Donc le titre là, je vais le chercher dans ce que je viens de synchroniser. Je peux aussi l'enlever si j'ai envie. Et je peux aussi enlever les images également qui sont affichées. Donc là, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là, c'est vraiment rentrer dans la construction du front, qui n'est pas nous notre périmètre et notre cadre. Mais en tout cas, vu que toutes les données sont importées dans WordPress, c'est comme si je les avais créées dans WordPress finalement. Et du coup, tout ça c'est fait complètement de façon transparente. Mais c'est vraiment le thème qui va gérer un peu de la donnée que tu as et comment tu veux l'afficher pour la traiter, quoi, en fait. Exactement. Exactement. Et en fait, voilà, j'ai différents types de contenus. Donc j'ai le portfolio, j'ai les coursives donc, que j'ai ici. Donc c'est vraiment sur la même logique. Ce que je voulais montrer également, c'est que, attendez, je suis un peu perdu là, hop, job board, c'est que on peut aussi, on a une compatibilité, donc avec ACF, qui est un plugin qui permet justement de construire ces types de contenus personnalisés. Donc c'est vraiment pour les développeurs WordPress pour le coup. Alors même si on n'est pas développeur, on peut l'utiliser puisque ça a une interface vraiment no code pour le coup, parce que tout se passe ici. Mais aussi, on a une compatibilité avec les plugins SEO. Donc ça veut dire que quand je vais faire mon tableau, par exemple ici pour le job board, je vais pouvoir également faire ici le SEO title si j'ai envie, la Facebook description, etc., etc. Et pouvoir ensuite être compatible complètement avec tous les autres plugins SEO. Tous les plugins SEO, donc il y a Yoast, All-in-One, SEO Press et le petit dernier c'est RankMath. Donc en fait, une fois que j'ai fait là mon mapping, je vais pouvoir ici ajouter un champ et je vais aller chercher le SEO title. Et ici, vu qu'on est complètement compatible avec tous les plugins SEO, à partir du moment où il y aura un plugin SEO qui est installé, on va l'afficher ici et on va afficher tous les champs qui seront mappables en fait pour le plugin. Donc là, j'ai été chercher le SEO title sur TimeTonic. J'ai mappé avec le SEO title de Yoast. Je vais pouvoir faire un update. Voilà. Et là, je vais le synchroniser. Et donc, logiquement, ici, j'ai mon SEO title qui s'appelle Troopers. J'en ai un autre ici pour deux offres d'emploi. Donc là, c'est en train de synchroniser. OK, c'est fini. L'API TimeTonic est vraiment très rapide. Hein, c'est fou ça. Et si je vais dans mon Custom Post Type Jobs, alors je vais afficher, où est-ce que c'est? Ben, je ne l'ai pas. Hop, si le voilà. Hop, voilà. J'ai mon SEO title ici qui s'est affiché. Et en fait, sur mon interface, le plugin, il est là. Donc c'est Yoast. Hein. Et donc voilà, le SEO title est venu ici s'ajouter. Donc évidemment, je vais pouvoir ajouter la métadescription, je vais pouvoir ajouter également tout ce qui est Facebook, les social images, la social description, etc. etc. On s'est aussi amusé à faire un petit ticket, une interface de support en fait. Lundi, mardi, on s'est dit tiens, on pourrait faire une petite démo là-dessus pour montrer par exemple le formulaire. C'est-à-dire que là on a fait une petite interface pour un admin et pour un client. Donc ça c'est la vue admin.
Donc, plutôt que d'avoir une vue comme ça de TimeTonic, alors on peut aussi, hein, évidemment, mais donc là, on a repris tout simplement le template existant de TimeTonic, on l'a un peu pimpé pour la démo. Donc ça, c'est une interface de ticketing qu'il y a dans TimeTonic. Donc on a tout ce qui est en Kanban, etc. Mais l'idée, c'était de pouvoir se dire, OK, bah, le client, plutôt que de donner accès à une vue ici dans TimeTonic, on pourrait très bien faire une vue dans WordPress, avec un accès restreint, etc. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc du coup, on a fait, par exemple ici, donc le client dashboard, donc avec le nombre de tickets résolus, non résolus, le nombre de tickets ouverts, le nombre de tickets en cours, et le nombre de tickets en attente du retour. Et Et là, ici, en termes de droit, il y a que de la. Enfin, tu peux gérer de la modification, de la création dans WordPress en gérant les oui, droits comme ça. Ouais. ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. L'idée, c'est de se dire, tiens, bah voilà, je vais cliquer sur ce ticket. Bon, là, on l'a pas fait entièrement, mais voilà, j'ai mon ticket et je vais pouvoir répondre ici directement et avoir donc les données qui vont s'afficher dans mon TimeTonic. Et de la même manière, donc si je veux ouvrir un ticket, je pourrais ouvrir un ticket directement ici. Et là, je passe sur l'autre plugin, enfin sur l'autre add-on plutôt, qui est donc le add-on Gravity Form de Gravity Form. Donc le add-on s'appelle Gravity Form to TimeTonic. Donc le plugin, c'est Gravity Form, donc qui gère les formulaires. Et ensuite, ici, je vais pouvoir créer donc des formulaires et puis y associer des feeds. Donc là, j'ai créé un formulaire qui s'appelle créer un ticket de support. Donc je le crée ici dans le back-office. Et ensuite, j'ai mon petit add-on TimeTonic ici. Donc, oui, la Voilà. création passe forcément par le formulaire, par un Gravity Form. La création d'une ligne dans TimeTonic? Une ligne dans TimeTonic. Ouais. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Par contre, quand il y a de la modif, ça veut dire que tu as une synchro qui est bilatérale entre les deux. Si tu modifies une ligne. Alors, de toute façon, c'est deux plugins séparés, mais par contre, on peut les utiliser conjointement. Donc aujourd'hui, le Gravity Form to TimeTonic ne permet que de créer des nouvelles lignes, pas de modifier encore, mais ça, justement, on va pouvoir le faire assez rapidement. Et le plugin TimeTonic WP Sync permet d'envoyer des données pour les afficher dans WordPress. Donc c'est vraiment deux fonctionnements différents. Ouais, tu fais que du TimeTonic vers WordPress. Oui, pour le plugin TimeTonic WP Sync, oui, tout à fait. Oui. Ouais. Et donc oui, vas-y. Par rapport du coup à celui qui est connecté, tu peux faire le lien avec une colonne qui va contenir l'email par rapport aux données auxquelles il a accès, c'est ça, dans TimeTonic? Tout à fait, exactement. D'accord. Tout à fait. Donc pour cet exemple, donc on a fait un formulaire et on va pouvoir créer des feeds par un nombre illimité de feeds par formulaire. Donc là, j'ai créé un feed ticket de support. Donc là, bah, évidemment, j'ai mis l'API key l'ID sur un autre écran, hein, ce qui se passe ici dans Settings. Et donc là, évidemment, bah, ça va me chercher, pareil, hein, toutes les... Hop. C'est bon. Vous voyez toujours? Ouais. J'ai une coupure. On a donc les bases ici et la table sur laquelle on veut envoyer les données. Et pareil, hein, voilà, on a un mapping à faire. Donc ici, les champs de TimeTonic et ici, les champs du formulaire. Donc je fais mon mapping, je sauve et je vais pouvoir entrer directement mes informations ici pour créer le ticket. Alors ça ne marche pas, j'ai déjà fait plein de fois. Donc je vais vers ça ne marche jamais votre truc. Hop, en bug, en priority low par exemple. Et ici la description. Et je vais pouvoir même ajouter un fichier si j'ai envie. Donc là j'envoie la donnée, j'envoie le formulaire. Voilà. Et donc logiquement,
c'est venu ici. Voilà, donc là, voilà le ticket qui vient d'être ouvert. Et logiquement aussi ici, alors là, je vais le faire à la main parce que on n'a pas fait de, on n'a pas fait de, on n'a pas utilisé le webbook, mais forcément, quand une ligne vient s'ajouter ici, on va évidemment la voir sur l'interface que je vous ai montré avant, sur le dashboard. Donc si je fais Sync Now ici, c'est en cours. 50, Du et coup, voilà. les plugins, c'est exécuté sur le serveur là où est hébergé les sites WordPress, en fait, c'est ça, hein? Tout à fait, tout à fait. On est vraiment derrière le système, on est dans le système du client, puisque de toute façon, WordPress est toujours installé chez le client. Et donc, du coup, on est dépendant, effectivement, de la puissance du serveur. Donc, c'est vrai qu'on a de temps en temps ces petites questions. C'est lent, ça va pas vite, etc. Et voilà, on se rend vite compte que soit les lignes à importer sont énormes parce qu'il y a des images qui pèsent 10 mégas chacune, soit que le serveur est un peu limité en termes de performance. Voilà. Voilà, donc du coup ici j'ai mon ticket de dashboard, donc la vue admin, hein. Donc voilà le ticket qui vient d'être créé, il n'est pas encore assigné. Et on a bien donc 12 non résolus avec 7 ouverts, 2 en attente et 3 tickets en cours. Voilà pour l'exemple. Et ici en client de dashboard, évidemment, là aussi. Donc là, il est bien ouvert. Et puis on en a également 12 aussi, qu'on peut voir effectivement ici. Donc si je l'assigne ici et que je refais une synchro, évidemment, ça se mettra à jour sur l'interface. Voilà, en gros, 30 minutes. Je pense qu'on est bon là. Ça ouvre de belles perspectives. C'est vrai que même pour l'intégration avec un front, je voyais, j'avais travaillé pour des agents immobiliers. Ils utilisaient TimeTonic un peu pour gérer parce que sur WordPress, ça allait pas. Et c'est vrai qu'avec la synchro, ça peut être vraiment top pour eux d'avoir un global direct. Bah, on se rend compte que ça couvre pas mal de cas d'usage en fait, parce qu'il y a des données qui sont dans les outils internes et puis que des fois on a envie d'afficher sur son site et puis on pense pas forcément qu'on peut le faire directement plutôt que de faire des copier-coller ou des exports CSV, des machins et des trucs. Enfin, vous savez ce que c'est. Donc là, du coup, ça vient vraiment répondre à pas mal de cas d'usage, je pense. Ouais, parce que là, tu fluidifies vraiment le process entre j'ai mon process interne de construction de ce que je vais mettre sur le site. Et puis en dernière étape, quand ça passe en validé, à ce moment-là, je peux le transmettre à WordPress et l'exposer. Et tu as un truc qui est hyper fluide dans ton process entre je commence de construire mon contenu et je l'expose. C'est ce qu'on a de temps en temps sur des cas clients. Là, ils ont des vues, alors pas sur TimeTonic encore, puisque c'est pas sorti, mais sur l'autre, on a des clients qui font des vues, ou des vues, ou même c'est des vues ou des filtres, display, affichés sur le site. Et donc, du coup, ils synchronisent uniquement cette table et ça vient s'afficher sur le site automatiquement de façon récurrente. C'est ce que je me demandais. Tu peux gérer le statut publish et tout ça directement avec une synchro. Ouais. En fait, tu vois, comme ici, tu peux synchroniser une vue, je pense que tu joues à partir de ça aussi. Ouais, c'est ça. Tu peux choisir la vue. Toutes les entrées qu'il y aura dans cette vue, ça sera publié sur WordPress. Donc, par exemple, tu peux aussi décider de le mettre en schedule ou même en draft en attendant de le faire valider sur le front, quoi. Voilà. Tu peux choisir un petit peu ce que tu veux là-dessus. Tu peux même mapper le statut ici si tu as envie, plutôt que de faire un default ici.
C'est ça que je me demandais. Ah, ouais. Ok, tu peux mapper vraiment le statut, que tu gères ton statut dans TimeTonic et que ça change. Ah, ok. Ah, Tu peux mapper le statut et l'auteur. En fait, ici, c'est pour ça qu'on a un default. C'est-à-dire que ça sera pour tout ce que tu vas synchroniser. Et par contre, si tu veux faire du spécifique, tu peux très bien le faire ici aussi également. Ah, ok, j'avais pas vu tout à l'heure. Ouais, donc tu as le choix entre soit tu gères vraiment tout dans TimeTonic ou alors tu rajoutes une étape un peu de validation dans WordPress. Exactement. Vraiment le passer. Et le fait que ça soit compatible avec les page builders, donc type Elementor, c'est-à-dire que là, les possibilités sont infinies en fait, en vrai, parce que tu peux très bien construire tout un site web entièrement avec Elementor si tu as envie et avoir tes données dans TimeTonic, quoi, en fait. Non, full no-code en plus, comme ça. Ah oui, parce que du coup, là, tu vois, cette page-là, par exemple, de liste de jobs, elle a été construite avec un template Elementor. Et en fait, après, bah, tu choisis ce que tu veux afficher, quoi. C'est-à-dire que tu choisis, là, tu vas aller chercher ta donnée. En fait, voilà, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc la compagnie. Ici, ça va être le post title. Ici, ça va être le job type. Ici, ça va être le job location, etc., etc. Tout est importé et ensuite tout est réutilisable dans ton WordPress comme si les données avaient été créées dans WordPress en fait. Voilà. Et puis là, tout à l'heure, dans le ticketing que tu nous montrais, si je me connecte en tant qu'utilisateur, je ne vois que mes données et les données des autres utilisateurs restent dans le bac. On ne peut pas y accéder par le navigateur ou quoi que ce soit. Là, c'est du fonctionnement WordPress, mais je ne connais pas trop. Donc, Non, tu peux faire ce que tu veux en fait, hein, vu que c'est un outil no code, mais low code et puis complètement custom. Enfin, tu en fais ce que tu veux. Tu peux effectivement, à partir du moment où tu connais WordPress et tu connais un peu le dev, si tu sais coder ou si une agence le fait, tu peux faire ce que tu veux. Donc, l'outil de ticketing peut être très bien relié à un espace restreint, un espace partagé entre plusieurs utilisateurs ou pas, ou relié à un client en fonction de l'adresse email pour que ce soit assigné, par exemple, directement à quelqu'un au support. Enfin voilà, tu peux imaginer plein de choses en fait. C'est la force après de tout l'écosystème WordPress qui existe déjà avec tout ce qui existe, toute la communauté, tout ça qui peut être puissant aussi. Disons que c'est l'outil le plus utilisé pour faire des sites. C'est un outil open source. Donc forcément, qui dit open source dit total contrôle sur ce que tu fais à partir du moment où tu sais ce que tu veux faire. Donc effectivement, libre à toi de faire ce dont tu as envie, quoi. Top tout ça. Est-ce qu'il y a des questions sur Donc là, on peut aller récupérer avec Pasta les données de l'Access qui sont sur mon PC pour les mettre sur TimeTonic et les exposer sur WordPress. C'est ça. C'est exactement ça. Bah oui, rien n'empêche d'imaginer, c'est ce qu'on avait un peu discuté avec Marco, c'est qu'ici, on peut très bien imaginer avoir des graphiques pour afficher, pourquoi pas les tickets en retard, le nombre de tickets résolus sur un mois, le nombre de tickets non assignés. Enfin voilà, ça peut être très facile de le faire à partir du moment où on a la donnée, quoi. Non, super. Enfin, ouais, c'est vrai que, comme tu disais, Jérôme, moi, ça ouvre vraiment bien les possibilités de TimeTonic. Aujourd'hui, je pense qu'on est un petit peu tous d'accord pour dire que le point faible, c'est vraiment la partie front. Là, avec WP Connect, on sait y pallier de belle manière. Alors, effectivement, il faut des compétences spécifiques pour le mettre en place pour WordPress, mais j'aurais pas forcément dit un point faible, c'est juste que c'est un point, c'est accès aux données, quoi. Donc tu peux pas te batailler sur à la fois le back, le front, et ils ont fait le choix de faire du back.
Donc après, oui, tu peux compléter avec des outils front, ce qui n'est pas déconnant. En général, quand tu fais un système, tu découples souvent le front et le back, quoi. Quand je disais un point faible, c'est plus quand on approche, quand on approche des cas d'usage. Souvent, c'est le côté là où on se dit mince, avec TimeTonic, ça va être un peu. Oui, tu n'as pas la main sur le design. Après, souvent, tu as la partie interne qui n'est pas grave parce que c'est ce que tu as l'habitude sous Excel et c'est fait pour manipuler la data, c'est top. Mais souvent, quand tu as le côté un peu client ou un peu, tu vois, un peu pour sortir à des clients, c'est vrai que là, ça peut être une belle porte ouverte, surtout avec la facilité de WordPress quand même. De toute façon, on est en train de réfléchir à faire des thèmes un peu, pas basiques, mais un peu communs. C'est-à-dire que nous, nos clients, c'est par exemple, il y a beaucoup d'agences immobilières, en fait, sur Airtable. Donc, l'idée, ce serait pouvoir de se dire, OK, vous avez le plugin, vous avez le template. Si vous ne l'avez pas, on peut vous le fournir. Vous avez le plugin, on peut vous fournir la connexion déjà tout fait aussi également. Et puis, on peut aussi vous fournir le front avec un thème à installer très, très basique qu'on peut aussi pousser en une sorte de package comme ça. On peut imaginer aussi un thème portail client. Voilà, par exemple. Enfin, tout ça, ça viendra, je pense, avec les cas d'usage qu'on rencontrera. Mais tout est possible, tout est imaginable pour rendre l'outil beaucoup plus user-friendly et beaucoup plus simple d'utilisation, quoi. Ouais. Mais là, c'est vrai qu'avec, entre Pasta et puis WP Connect, on sent qu'on a bien quelque chose qui se construit et qui nous permet de franchir des caps, l'intégration et tout ça. De casser un petit peu tous les cas d'intégration, d'exposition qui pouvaient être limitants jusqu'à maintenant. Rien que, tout ce qui est reporting, bon, il y avait Serenitix qui est déjà bien quand même avec TimeTonic, mais j'ai des clients, ils sont full Power BI ou full Google Studio et parce qu'ils ont toute leur infra avec tous ces outils-là en standard, donc c'est vrai que ça leur change la vie d'utiliser les outils qu'ils connaissent, qu'ils utilisent déjà pour d'autres applis, et ça ouvre pas mal de portes. Et la sauvegarde aussi, c'est vrai que malgré ça, la sauvegarde les synchros et sauvegarde, c'est quand même super. Moi, j'avais beaucoup de clients qui me posaient la question justement comment on pouvait un peu automatiser ça, stocker chez eux ou des choses comme ça. Donc, c'est vrai que ça répond bien. Côté front avec WP Connect, avec WordPress, j'ai eu des cas d'agence immobilière, un peu comme ce que tu parlais, Stéphane, et c'est vrai que je pense que ça répond très très bien aux besoins, surtout avec WordPress. Ok, nickel. Non, on n'a pas, a priori, pas de questions. Je sais pas, entre Philippe, Marcos. Une petite remarque, a priori, la prochaine émission, donc normalement le premier jeudi du mois de janvier, c'est le 2. Donc comme c'est très proche du premier, ça probablement qu'on va faire ça plutôt la semaine d'après. On va voir évidemment si le créneau est libre, donc à confirmer, mais on partirait sur le jeudi 9 pour la prochaine émission. Ah oui. Ça sera mieux, on sera plus cohérent. Voilà, on sera peut-être en meilleure forme. Et vous aussi. Ouais, merci Claire. Ouais, merci à tout le monde d'avoir aussi commenté tout ça, posé des questions. Voilà, ouais, bon c'était chouette. On espère effectivement que ça vous a plu, que ça vous a bien ouvert les chakras sur les possibilités de TimeTonic et que c'est pas un univers qui est fermé. Bien au contraire, ça s'ouvre de plus en plus avec le temps grâce à des initiatives comme Pasta et comme WP Connect. Voilà, c'est vraiment chouette et ça fait plaisir de voir tout ça. Ah ouais, c'est sûr. Ah ouais, tiens, il y a un petit message. 2 solutions à creuser qui offrent des belles perspectives de développement d'ouverture. Top, merci pour le partage. Merci. Bon. Ouais. Et puis si vous avez besoin d'informations, etc., donc Stéphane, on peut te retrouver où? Les gens peuvent te joindre où s'ils ont des questions, s'ils veulent déployer les plugins sur tout leur site? Sur les internets, sur le web, comme on dit.
Ouais, entre WordPress. Sur LinkedIn, je suis sur LinkedIn, Stéphane Menet. Il n'y en a qu'un normalement, c'est moi. Donc pas de souci, je suis ouvert. On a une plateforme de test si les gens veulent tester en fait. Hein. Donc il n'y a pas de souci. On envoie, on a une dizaine de testeurs là qui sont actuellement, je crois qu'ils ont terminé leur test, mais on envoie un lien et en fait on met à disposition un WordPress qu'on peut complètement customiser pour tester le plugin. Donc voilà. Et puis moi, je suis joignable là, sur le Slack de No Code France, bien sûr, ou sur LinkedIn aussi, ou sur la page Pasta. Enfin voilà, il y a plein d'endroits pour se retrouver. Et pour ma Oui, part, je suis vu sur mon le âge, Slack aussi. Ouais. pardon, pour mon âge, c'est plutôt un fax. Au 04. Non, Ah, ça va, t'es pas au pigeon voyageur. T'es non, déjà au ça va. Je suis passé au fax quand même. J'ai essayé d'évoluer un petit peu, quoi. Ça me semble important, quoi. Donc. Mais c'est la V2 du fax, attention. Hein. Ah oui, forcément. D'ailleurs, on va faire un Forcément. connecteur, je pense, Pasta, pour connecter un fax à TimeTonic. Ah non, On va essayer de c'est faire ça. l'avenir. Ouais, c'était toujours une de tes bonnes idées, Marco. C'est toujours un plaisir, quoi. Sur LinkedIn aussi, bien sûr. Et bien, ouais, de toute façon, mon meilleur point de contact, ça reste Marco, de toute façon. Hein. C'est mon proxy personnel, on va dire ça comme ça. En tout cas, un grand merci pour l'accueil. C'était un excellent moment et merci pour l'écoute et pour tous les gens qui ont suivi nos aventures. Et l'aventure continue. Pareillement. Merci beaucoup pour l'invitation. Ouais, merci à tous de votre présence déjà, Stéphane, Philippe, bon Marco, t'es habitué. Et puis on vous tient au courant, a priori, donc comme le disait Marco, on serait plus partant sur le 9, on va valider ça avec le programme global du Twitch de No Code France, qui n'y ait pas de télescopage, etc. Et puis, on vous retient au courant rapidement. Bonne fin d'après-midi. Passez de bonnes fêtes en Merci. attendant. Salut, bonne fête à vous aussi. Ouais. Bonne Bonne fête. fête. Ciao, à bientôt. Allez. Ciao. Salut.